Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Au lendemain des commémorations du 80e anniversaire du jour J, le jour le plus long, le débarquement de Normandie, on poursuit là où notre collègue Alexandre Dubé et Stéphane Bureau se sont entretenus hier, à savoir de parler de la guerre d'hier versus la guerre d'aujourd'hui, parce qu'on a un exemple de conflit armé qui perdure malheureusement en Ukraine, conflit qui allie des tactiques d'autrefois, les bonnes vieilles tranchées creusées au pic et à la pelle, et les technologies les plus modernes de drones et autres. On continue d'en discuter. Stéphane Bureau, bonjour. Salut Alexandre. Effectivement, on pourrait dire, nous nous sommes laissés hier alors que nos héros étaient sur le sentier de la guerre. En fait, tu parlais de la guerre d'aujourd'hui. J'ai envie de te parler de la guerre d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain, parce que les choses changent très rapidement. L'intelligence artificielle y est pour beaucoup. Il y a cette idée des robots tueurs qui est posée de plus en plus. Quand je dis idée, c'est plus qu'une idée, c'est une réalité. La vraie question, c'est est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'il y aura un algorithme qui décidera à la place d'un humain si oui ou non ce qui fait face aux robots ou à ces armes autonomes peut mourir. Parce que pour l'instant, ce sont toujours des humains qui décident si la machine doit être mise à profit pour tuer les adversaires. Mais il y a un basculement, je dirais, qui est éthiquement très, très lourd de sens, qui n'a pas encore été parfaitement acté. Pour l'instant, nous sommes toujours en contrôle de la machine, mais se pourrait-il que la machine prenne le contrôle? Voilà une question. Mais au-delà de tout ça, c'est comment nous allons, avec ou sans le rôle actif de la machine qui décidera de ce que sont ses adversaires et de si oui ou non ses adversaires peuvent être tués, c'est le rôle de la technologie qui est en train de bousculer les calculs traditionnels parce que l'armée et ses jouets, c'est quelque chose qui coûte très cher. Le budget de la défense, par exemple, pour les Américains, c'est plus de 1000 milliards de dollars par année. En termes d'argent dépensé, c'est évidemment la puissance qui pèse le plus lourd dans la balance. À côté de ça, l'adversaire russe, puisqu'on est aujourd'hui obligé de dire qu'il s'agit de l'adversaire. On est en guerre si c'est pas ouverte par puissance interposée, dans ce cas-ci avec l'Ukraine. Le budget de la défense de la Russie est incomparable, mais il faut voir aussi que les coûts de production aux États-Unis font qu'on dépense beaucoup parce que ça coûte très cher. Par exemple, on est arrivé, dans le cas de la guerre en Ukraine, à la conclusion, et je le dis, c'est mutatis mutandis, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte, mais un obus de 155 qui est comme l'espèce de munition essentielle dans une guerre moderne. Un obus de 155 coûte aux Russes à peu près 10 fois moins cher à produire qu'aux Américains. Donc, il y a une inflation qui est induite dans le système de production. C'est une des choses qu'on disait hier. À la fin des années 80, début des années 90, il y avait une cinquantaine de fournisseurs officiels qui travaillaient main dans la main avec le Pentagone. On est aujourd'hui plus ou moins arrivé à 5 méga joueurs lourds, des dinosaures qui sont pas dynamiques et qui, en termes d'innovation, n'ont aucun intérêt à en donner trop aux clients pour son argent parce que le système est vicié à la base, c'est-à-dire que les appels d'offres du Pentagone, c'est on paie le coût, le développement, en fait, on paie ce que vous dites que ça coûte, plus une marge de profit qui est déjà consentie. C'est donc dire que pour un fournisseur du Pentagone, tu as tout intérêt à ce que le processus soit lent, coûteux, parce qu'il y a évidemment de l'argent à développer des systèmes d'armes. Le F-35, cet avion moderne, hyper moderne, que nous devrions peut-être avoir au Canada, est l'exemple parfait. Au départ, un appareil coûtait quelques dizaines de millions de dollars. Hier, j'ai dit une centaine, puis il y a quelqu'un de nos auditeurs qui disait, si on fait le calcul au Canada de ce qu'on est prêt à dépenser compte tenu du nombre d'appareils qu'on aura, on arrive plutôt à 200 millions de dollars l'appareil. Donc, 5 grands groupes aux États-Unis qui sont en contrôle de la défense, Lockheed, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics et, je le soulignais hier, Boeing, qui est à ce jour, en tout cas, pas le plus fiable de tous les acteurs de l'industrie. Non, puis
Oui, puis Stéphane, il y a les prix, il y a les coûts qui sont excessivement élevés, mais il y a les chaînes d'approvisionnement aussi, le délai pour livrer le matériel militaire, mais particulièrement comme quand au Canada, on branle dans le manche, on commande, on annule, ça, c'est encore pire, mais juste les chaînes d'approvisionnement, c'est un délai incroyable. Qui ne correspond pas à ce que seraient les exigences s'il fallait qu'on se retrouve dans un conflit plus direct. Pour l'instant, évidemment, c'est une guerre sordide pour les Ukrainiens qui la vivent sur leur territoire, mais c'est une guerre à petite échelle. S'il fallait, parce que hier, quand on s'est laissé, je faisais l'hypothèse qu'il y a un prochain théâtre d'opération qui pourrait se développer beaucoup plus loin de chez nous, qui est entre la Chine et Taïwan, donc dans cet petit espace, parce que le continent, la Chine est tout juste à côté de Taïwan. La Chine réclame Taïwan depuis très longtemps. Implicitement, nous avons tous accepté l'idée que Taïwan faisait partie de la Chine, même si on est à reconnaître officieusement ce régime de Taïwan comme étant autonome, indépendant de la Chine dite communiste. Et c'est là que les choses pourraient évoluer très rapidement. Les Chinois sont de plus en plus belliqueux. Quand le nouveau président à Taïwan a prêté serment, il y a eu des exercices militaires extrêmement agressifs qui ont été menés. Les Américains, s'ils devaient défendre Taïwan, il y a cette idée de l'ambiguïté stratégique. Jamais les Américains n'ont dit ce que seraient leurs intentions. Ils laissent planer la possibilité qu'ils puissent intervenir. Ce sont des alliés militaires de Taïwan très sérieux. C'est le principal pusher, pardonne l'expression, en termes de fourniture militaire. La question, et c'est là que le paradigme change, c'est est-ce que nous avons les bons jouets? Quand on investit 200 millions de dollars dans un avion, alors qu'il y a de l'intelligence artificielle capable de rendre des appareils autonomes comme des drones extraordinairement efficaces et létaux, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup, beaucoup de mal, sans qu'il y ait d'humains impliqués. Un drone, c'est ce qu'il peut faire, et de plus en plus, on pense à des avions de combat ou des structures qui ressemblent à des avions de combat, mais qui ne seront plus pilotés par des humains et qui seront certainement très efficaces et peut-être à terme plus efficaces en termes de capacité que ce que les meilleurs Top Gun peuvent faire. Donc, combien de temps pourront résister les meilleurs avions face à ces nouveaux véhicules militaires, je les appelle véhicules, drones, mais c'est pas le drone auquel on est habitué, dans lesquels il n'y aura pas d'humains et dont les coûts de production seront incomparables. Et là, on est vraiment dans un rapport qui est asymétrique. Une puissance émergente pourrait, avec suffisamment de capacité technologique, devenir un redoutable adversaire pour un pays aussi lourdement armé que les États-Unis, mais armé de la mauvaise façon. Et c'est là qu'on voit apparaître de nouveaux joueurs. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Anduril. Hier, je disais, la suite des opérations nous met dans l'armée Moneyball. Moneyball, pourquoi? Parce que c'est le titre du livre que Michael Lewis, le journaliste, avait consacré à cette équipe de baseball, les Aces d'Oakland, qui étaient dans la cave depuis toujours avec des joueurs apparemment pas très, très bons. Et où on s'est dit, est-ce que la solution, c'est d'aller chercher à coût de dizaines de millions de dollars les meilleurs joueurs ou de constituer à partir de modèles informatiques, la meilleure équipe potentielle avec des joueurs constants, moyens. En fait, je fais une réduction de la stratégie, de la technique, mais ça a fonctionné. Parce que c'était ça essentiellement, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une équipe qui sera parfaitement calibrée, ne dépend pas de ce que serait l'équivalent d'un F-35 aujourd'hui, c'est-à-dire d'un frappeur qui est à 3,40, 3,50 de moyenne, puis qui coûte 25 millions de dollars par année, ou 50, ou 100, tellement c'est fou. Ouais. Et l'armée américaine s'est livrée à l'exercice. En fait, c'est pas tellement l'armée américaine. Il y a des gens qui ont réfléchi en se disant, avec les nouveaux modèles technologiques, sommes-nous capables de créer une armée Moneyball, où on en a beaucoup plus pour notre argent. Et il y a une start-up qui incarne beaucoup ça ici, mais ce n'est pas un message publicitaire que je veux faire, Anduril, qui a été mis sur pied par Palmer Luckey. On pourrait penser qu'on est dans un film de Quentin Tarantino avec un pareil nom. Puis d'ailleurs, il y a le look d'un personnage avec ses chemises hawaïennes. Lui avait fait, c'est un jeune homme qui avait fait fortune en vendant une technologie casque de 3 dimensions ou de projection tridimensionnelle à Facebook. Ça s'appelait Oculus, si ma mémoire est bonne. Une transaction de quelques
exact de quelques milliards de dollars. Il se trouve que les relations entre Facebook et Palmer Luckey se sont détériorées pendant la présidence de M. Trump parce qu'il était plus ou moins un fan, je dirais plus que moins, et ça n'a pas du tout plu aux gens de Facebook. Il a été congédié théoriquement pour des divergences sur d'autres choses, mais finalement, je crois que Facebook lui a payé un dédommagement de 100 millions de dollars pour congédiement sur la foi de ses idées, ce qui est pas tout à fait, disons, acceptable, surtout en Californie. Et il a créé cette nouvelle société, Anduril, en 2017, qui est à développer des logiciels et de nouveaux outils abordables, faits avec des technologies, évidemment, qui donnent de la souplesse, mais qui surtout permettent à des soldats de moins en moins nombreux de multiplier leur efficacité grâce à des logiciels qui leur permettent de contrôler sinon même des drones sous-marins, aériens. Donc, c'est la multiplication du soldat par les moyens technologiques, par les logiciels surtout. Et une question qui se pose, puisque je reviens au théâtre des opérations à Taïwan, est-ce que la solution, c'est davantage de quincaillerie traditionnelle ou, par exemple, la possibilité pour un pays comme Taïwan de déployer face à une armada chinoise, d'ores et déjà, il y a plus de bâtiments militaires chinois qu'il y a de bâtiments militaires américains. Et leur capacité de construction, c'est-à-dire entre le moment où ils ont une idée, ils mettent ça au four et le gâteau sort, est 2 à 3 fois plus rapide que ce que les Américains sont capables de faire. C'est donc dire que s'ils y mettaient le cœur, ben les Chinois seraient certainement en mesure de déployer autour de Taïwan une force militaire qui est incomparable en tout à ce que les États-Unis pourraient faire. Donc, la solution, est-ce que ça pourrait être d'avoir à la disposition de Taïwan, par exemple, des dizaines de milliers de drones autonomes, déployables, qui coûtent pas cher? Tu peux en perdre 90% de tes drones. S'il y en a 10% qui se rendent sur les cibles, les bâtiments de guerre et ou les avions chinois qui attaquent, tu viens soudainement de créer un rapport asymétrique. C'est-à-dire qu'avec avec beaucoup de moyens, mais pas cher, tu peux répondre au déploiement militaire traditionnel. Il faut voir que les Chinois seront probablement aussi équipés de ces nouveaux moyens, mais la guerre telle qu'on la conçoit ne sera plus jamais la même et il y aura probablement de moins en moins de soldats conventionnels, de plus en plus d'armes autonomes redoutables et pour lesquels il n'y a pas d'inhibition parce que tu mets pas la vie de ton soldat en danger, tu ne mets pas la vie de ton pilote en danger. Tous ces drones, ces armes autonomes seront des multiplicateurs de puissance. La question, c'est est-ce que les Américains seront capables de prendre, parce que je parle des Américains, parce que c'est eux qui traditionnellement assurent la défense de l'Occident. On peut bien parler de nos forces armées si on le veut, mais on risque de rire au passage. Oui. On va faire la même chose en Europe. La capacité réelle de déploiement, c'est ce qu'on disait hier, des forces capables d'intervenir, que ce soit des Allemands, des Français ou des Anglais, assez limité. Donc, est-ce que les Américains seront capables de négocier ce virage? Je suggère à ceux qui sont curieux d'aller explorer du côté de ce que fait Anduril, non pas parce que ce sont les seuls, il y en aura d'autres qui vont se présenter et qui réussissent à convaincre surtout le Pentagone, qui est une machine traditionnelle, je dirais pas vieillissante, mais traditionnelle, qui aime bien faire affaire avec les éternels géants de l'industrie, ne serait-ce que parce que quand tu prends ta retraite comme général, il y a un job qui t'attend très, très, très payant. Si tu as donné des milliards de dollars en contrat, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui s'en rappelle et qui, quand tu prends ta retraite, jeune, à 55, 60 ans, t'offre un bon boulot. Alors voilà pour cette guerre de demain qui n'est absolument pas excitante. J'en parle pas le sourire aux lèvres, mais lucide quant à ce que on est sur le seuil d'un monde nouveau. Et si c'est vrai pour des États, c'est aussi vrai pour des organisations criminelles ou terroristes. Ouais. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Oui, absolument, parce que la guerre, c'est une des mères de toutes nos inventions. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde dans lequel nos technologies, malheureusement, dans l'histoire, ont progressé autant que dans l'armée. Ça risque d'être encore le cas pour les années à suivre. Stéphane Bureau, gros merci pour ces réflexions intéressantes. J'allais dire, c'est un peu comme dans la guerre des tucs, mais pas tout à fait. C'est pas une raison pour se faire mal, mais en fait,
c'est une raison pour se faire mal et de plus en plus efficacement. Donc, ayons à l'œil ces technologies parce qu'elles risquent de changer le cours des choses et elles risquent d'ouvrir des portes que l'on pensait fermées. Mm-hmm. Les Chinois qui ont des ambitions sur Taïwan sont de plus en plus à même de se dire qu'ils ont aussi les moyens de leurs ambitions. Et c'est ce qui fait qu'un jour, tu fais un calcul. La politique militaire, elle est toujours dépendante de ce que tu penses avoir en main quand tu joues aux cartes. Et Absolument. ils ont, j'en suis convaincu, quelques jokers. Il y aura un jour où ils seront prêts à battre. Stéphane Bureau, gros merci. Ciao.